Vous savez, on part d'une idée qui a longtemps prévalu. Face au cancer du sein, le repos, c'était ça la consigne. Garder son énergie à tout prix. Mhm. Mais aujourd'hui, la science nous montre une voie totalement différente, voire opposée en fait. Oui, c'est un vrai changement de paradigme. Bienvenue donc dans cette exploration des liens assez profonds entre l'activité physique et le cancer du sein. On parle plus juste d'une recommandation de bien-être là. Non, pas du tout. C'est une véritable stratégie thérapeutique, validée par la recherche, intégrée aux soins. Exactement. Et en France, depuis 2016, il y a même l'APA, l'activité physique adaptée, qui peut être prescrite, sur ordonnance. Tout à fait. Et pour cette analyse, justement, on s'appuie sur du solide. Des méta-analyses qui compilent des tas d'études, des dizaines de milliers de femmes concernées. Ah oui, du lourd. Oui, des essais cliniques contrôlés, des revues systématiques. C'est vraiment le plus haut niveau de preuve qu'on a sur le sujet aujourd'hui. Bon, alors l'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre le pourquoi et le comment. Comment ça marche tout ça? C'est ça. On va regarder l'impact sur le pronostic, survie, récidive, mais aussi la qualité de vie au quotidien. Très important, oui. La gestion des effets secondaires des traitements, les mécanismes biologiques derrière tout ça, et puis concrètement, comment on met ça en place, de manière sûre. Voilà, le côté pratique et sécuritaire. Alors, plongeons là-dedans. Commençons par ce qui frappe le plus, je trouve, l'effet sur l'évolution même de la maladie, après le diagnostic. Hmm. C'est pas juste se sentir mieux, quoi. Ça touche direct à la récidive et à la survie. C'est un point absolument essentiel. Et les chiffres, ils sont là pour le montrer. Une très grosse méta-analyse, presque 30 000 survivantes, Waouh! a montré que faire de l'activité physique après le diagnostic, ça réduit le risque de récidive de 16%. 16%! C'est significatif. Oui. Pour les spécialistes, on parle d'un risque relatif, le RR de 0,84. Ça veut dire une vraie baisse du risque par rapport à celles qui sont inactives. D'accord. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que l'activité qu'on faisait avant même le diagnostic, eh bien ça semble protéger aussi. Ah bon? Oui, avec une réduction du risque de récidive du même ordre, environ 18%. Le RR est à 0,82. Donc ça suggère des effets qui durent alors? Ben oui, ça suggère des effets protecteurs durables de l'exercice sur notre corps. D'ailleurs, la Haute Autorité de Santé en France reconnaît cette association. Mhm. Et certaines études observationnelles, bon, après ajustement, elles montrent même des réductions qui peuvent aller jusqu'à 50% chez les femmes les plus actives. 50%, c'est énorme. Donc être active avant, ça protège déjà, mais continuer ou même commencer après le diagnostic, ça a un impact majeur sur la récidive. C'est ça, Et la survie globale alors? L'impact est aussi clair. il l'est. Et peut-être même encore plus marqué, surtout pour l'activité après le diagnostic. Ah oui, Oui, c'est là qu'elle prend vraiment sa dimension d'intervention thérapeutique. Plusieurs grosses synthèses d'études disent la même chose. L'une d'elles chiffre la baisse de la mortalité spécifique au cancer du sein oui. à 34% chez les femmes actives après le diagnostic, et la baisse de la mortalité toute cause confondue à 41%. Attendez. Un tiers de risque en moins de mourir du cancer du sein C'est ça. et presque la moitié de risque en moins de mourir, point. Toutes causes confondues. Oui, c'est considérable. Mais c'est waouh, c'est incroyable. Ça place vraiment l'activité physique comme un pilier du traitement, pas juste un petit plus sympa. Exactement. Une autre méta-analyse importante, celle de Lee et son équipe, trouve des chiffres très proches. Moins 29% pour la mortalité spécifique, moins 39% pour la mortalité générale. D'accord. Des organismes comme le CHUB Global parlent d'associations probables, avec une causalité limitée mais suggestive. Mhm. L'activité avant le diagnostic, elle a un effet bénéfique sur la survie aussi, bien sûr, mais il semble un peu moins fort sur la mortalité liée juste au cancer. D'accord, je vois. Et cette différence entre l'effet avant et après, elle est super importante. Ça suggère que l'exercice, c'est pas juste une prévention initiale, Non, mais que ça module activement la biologie de la tumeur ou la réponse du corps une fois que le cancer est là. ça agit sur la maladie elle-même. Oui, d'ailleurs, les études montrent bien que les patientes qui augmentent leur activité physique après le diagnostic, elles s'en sortent mieux que celles qui restent inactives ou qui lèvent le pied. Et il y a ce point que vous avez mentionné là qui m'intrigue vraiment. Oui, La réduction de la mortalité toute cause est toujours plus importante que celle de la mortalité spécifique au cancer. Comment on explique ça? Ça veut dire que l'exercice protège d'autres trucs en même temps. précisément. C'est ça qui est fascinant. C'est un double bénéfice, fondamental. D'accord. D'un côté, on va le voir, l'exercice influence directement des voies biologiques liées au cancer, sa croissance, sa dissémination. Mhm.
Et de l'autre, il agit comme un bouclier contre les effets néfastes à long terme des traitements eux-mêmes. Ah, les traitements. Oui. Il faut savoir une chose. Les maladies cardiovasculaires, c'est une cause majeure de décès chez les femmes qui ont survécu à un cancer du sein, parfois des années après. Sérieux? Oui, certains traitements, ils sont super efficaces contre le cancer, mais ils peuvent abîmer le cœur ou dérégler le métabolisme. D'accord. Et l'activité physique, on sait qu'elle est bonne pour le cœur et le métabolisme en général. Donc elle vient contrebalancer ces risques. Elle améliore la santé globale, bien au-delà du cancer. C'est une approche globale de la santé de la survivante, en fait. Exactement. Ces chiffres sont bluffants, mais est-ce que ça veut dire que n'importe quelle activité, ça compte? Ou est-ce qu'il faut en faire beaucoup? Est-ce que c'est plus on en fait, mieux c'est? Comment on mesure ça? Excellente question. Et oui, clairement, il y a une relation dose-réponse. Plus on en fait, plus les bénéfices sont importants, jusqu'à un certain point. D'accord. On quantifie souvent ça en mètres par semaine. Le mètre, c'est l'équivalent métabolique. Ça mesure la dépense d'énergie. Au repos, c'est 1 mètre. Ok, Une marche rapide, c'est entre 3 et 6 mètres. La course, c'est plus de 6 mètres. je vois. Et les analyses montrent une tendance assez claire. À chaque augmentation de 10 mètres par semaine, eh bien, ça réduit encore la mortalité toute cause d'environ 15%. 15% à chaque fois. Oui. Et la mortalité spécifique au cancer d'environ 14%. Une autre étude parle même de 22% de réduction par tranche de 10 mètres par semaine. C'est linéaire alors? Pas tout à fait. En fait, les bénéfices les plus spectaculaires, on les voit surtout au début, quand on passe de complètement sédentaire à un peu d'activité, même modeste. Ah, La courbe monte très très vite au début, puis elle s'aplatit un peu. Disons, après 20 mètres semaine, les gains supplémentaires sont moins importants. donc le plus gros gain, c'est de commencer à bouger en fait? Exactement. Le message clé, c'est que même avec 5 mètres semaine, on voit déjà des effets significatifs sur la survie. 5 mètres semaine, c'est quoi? C'est à peu près 1 heure de marche rapide ou 30 minutes de jogging par semaine. 1 heure par semaine. C'est pas la mer à boire ça, hein? C'est accessible. Tout à fait. Et pour citer aussi, ça semble jouer. Les données suggèrent qu'une activité plus intense pourrait donner une plus grande réduction de mortalité. Par exemple? Mais une étude a comparé. Activité modérée, ça réduisait la mortalité spécifique de 31% par rapport à faible. Mais activité élevée, ça montait à 42%. D'accord. Donc intensité modérée à élevée, c'est mieux si on peut. Oui, tout en respectant ses capacités, bien sûr. Bon, alors, impact majeur sur la survie, la récidive, dose dépendant. Même une activité modeste fait déjà une différence. C'est crucial. Mais au-delà de ces chiffres, comment ça se passe au quotidien? Est-ce que ça aide à mieux supporter les traitements, à améliorer la qualité de vie? C'est l'autre grand pilier des bénéfices, absolument essentiel. Et là aussi, les preuves sont solides, beaucoup d'études, surtout les essais contrôlés randomisés, les plus fiables. Oui. Elles montrent toutes que l'activité physique améliore significativement la qualité de vie globale des patientes. Sur quels aspects exactement? Un peu sur tout, en fait, hein. La capacité physique, bien sûr, mais aussi la capacité à continuer ses activités, le travail, les sorties, le bien-être émotionnel, la qualité des relations, l'image de soi, l'estime de soi. Mhm. Ça aide aussi à réduire les symptômes dépressifs et à mieux dormir. 2 points noirs fréquents avec le cancer et les traitements. C'est énorme comme impact. Et il semble que les programmes qui combinent endurance, type aérobie, marche, vélo, et renforcement musculaire, Oui. soient les plus efficaces pour la qualité de vie globale. Une méta-analyse en réseau suggère que cette approche mixte est meilleure que juste l'aérobie ou juste le yoga sur 12 semaines. D'accord. Le combiné semble gagnant. Parlons d'un symptôme qui revient tout le temps dans les témoignages. La fatigue. La fatigue liée au cancer. Ah oui, la FLC. C'est décrit comme quelque chose d'écrasant, de différent d'une fatigue normale. Intuitivement, on se dit je suis épuisé, je me repose. Mais vous dites que bouger, ça aide. Comment ça se peut? C'est contre-intuitif, je le sais, mais c'est un des résultats les plus solides et importants. L'activité physique, c'est aujourd'hui le traitement non médicamenteux numéro 1 pour cette fatigue. Le traitement de première intention. Oui, parce que les médicaments pour ça, il n'y en a pas beaucoup et ils marchent pas très bien. D'accord. Alors que les programmes d'exercice bien menés, qu'ils soient aérobie ou mixtes, eh bien ils réduisent cette fatigue de 30 à 40% en moyenne. 30 à 40%. C'est un soulagement énorme. Ah oui.
Les trois types aérobie, résistance, combiné, marche, mais peut-être un petit plus pour le combiné, encore une fois. Et là aussi, il y a une question de dose. Oui, on retrouve cet effet dose. Ça marche mieux si c'est régulier, au moins 3 fois par semaine, avec des séances de plus de 60 minutes, pour un total d'environ 180 minutes par semaine. 3 heures par semaine, en gros. C'est ça. Et le mécanisme derrière, on le comprend assez bien. La maladie, les traitements, ça entraîne un déconditionnement physique, on perd du muscle, on perd du souffle. Mhm. Et ça crée un cercle vicieux. Moins on bouge, plus on est fatigué, moins on a envie de bouger. L'exercice, ça casse ce cercle. Ça reconditionne le corps, en fait. Exactement. C'est fou comme l'exercice agit sur un symptôme aussi central, et pour d'autres bénéfices plus ciblés. La chirurgie, certains effets secondaires. Glion, Oui, la rééducation par l'exercice, c'est fondamental. Une synthèse de 22 essais cliniques a montré qu'un programme précoce et adapté, ça réduit la douleur post-op, ça améliore la force du bras et surtout, ça aide à retrouver toute l'amplitude de l'épaule. C'est crucial pour la fonction. d'accord. Et le fameux lymphœdème, ce bras qui gonfle, la hantise. Ah, le lymphodème, alors là, c'est un changement de paradigme total. Attendez, ça c'est... On a dit pendant des années aux femmes de surtout pas forcer sur ce bras. Pas de musculation. Exactement. C'était la consigne absolue. Attention aux bras, portez rien de lourd, surtout pas de muscu. La kinésiophobie, la peur de bouger. Oui, Eh bien, les études récentes montrent non seulement que l'exercice progressif de renforcement musculaire est sûr pour les femmes à risque ou avec un lymphodème léger, mais qu'il est préventif. c'est ça. Une méta-analyse a calculé que l'exercice supervisé réduit le risque de développer un lymphodème d'environ 66%. L'odds ratio est à 0,34, une réduction énorme du risque. Mais c'est incroyable. Pourquoi? Parce que le mouvement, la contraction musculaire, ça aide à pomper la lymphe, ça stimule le drainage. C'est une info capitale à faire passer. C'est clair. Fini la peur de bouger ce bras. Tout à fait, avec un encadrement adapté, bien sûr. D'autres bénéfices ciblés, les douleurs articulaires, c'est fréquent avec leur monothérapie par inhibiteur de l'aromatase. Ah oui, j'en entends souvent parler. Si on a moins mal, on prend mieux son traitement sur la durée. Logique. Et enfin, la santé osseuse. Certains traitements peuvent fragiliser les os. Le renforcement musculaire aide à préserver la densité osseuse, à lutter contre l'ostéoporose. Donc si on résume, moins de fatigue, moins de douleur, meilleure récup post-chirurgie, prévention du lymphœdème, protection des os. Ça fait beaucoup pour la qualité de vie. Énormément. Et est-ce que tout ça, ça a aussi un impact indirect sur le pronostic global, au-delà de l'effet direct sur la tumeur? Absolument. En améliorant la tolérance au traitement, en permettant de mieux supporter la chimio, l'hormono, la radiothérapie. Ouais, Et l'activité physique peut indirectement améliorer l'efficacité de ces traitements. Une patiente moins fatiguée, moins douloureuse, qui a le moral, elle sera plus capable de recevoir toutes ses cures dans les temps. meilleure adhésion au traitement. Exactement. Et une meilleure adhésion s'est associée à de meilleurs résultats contre le cancer. C'est un bénéfice indirect, mais potentiellement très important, qui s'ajoute aux effets biologiques directs. Parlons-en justement de ces effets biologiques directs. Comment ça marche concrètement? Comment l'exercice arrive à freiner le cancer, à réduire les récidives? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Ah, ça, c'est un domaine de recherche passionnant et très actif. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas une seule explication. L'exercice agit sur plein de choses en même temps. On dit qu'il a des effets pléiotropiques. Pléio? Quoi? Pléiotropique, ça veut dire qu'il agit sur plusieurs cibles à la fois. En gros, il modifie l'environnement général du corps pour le rendre moins accueillant pour les cellules cancéreuses. Il rééquilibre l'homéostasie, sur le plan hormonal, immunitaire, métabolique. D'accord. Commençons par les hormones, peut-être? C'est clé pour le cancer du sein. Oui, surtout pour les cancers hormonodépendants, qui sont majoritaires, l'activité physique régulière aide à baisser les niveaux d'hormones sexuelles qui circulent, comme les oestrogènes. Comment? Après la ménopause, ça passe en partie par la réduction de la graisse, parce que le tissu adipeux fabrique des oestrogènes. Moins de graisse, moins d'oestrogènes. L'exercice augmente aussi une protéine, la SHBG, qui se lie aux hormones et les rend moins actives. D'accord. Et que tes métabolismes? On dit que le sucre nourrit le cancer? C'est un peu plus complexe, mais l'idée est là. Beaucoup de cellules cancéreuses utilisent l'insuline et un facteur de croissance similaire, l'IGF-1, pour se développer. Or, l'exercice, c'est un des meilleurs moyens d'améliorer la sensibilité à l'insuline. C'est-à-dire,
Ça veut dire que le corps a besoin de moins d'insuline pour faire le même travail. Du coup, le pancréas en produit moins et les niveaux d'insuline et d'IGF-1 baissent dans le sang. Ça prive un peu la tumeur de ses carburants. Ça crée un environnement métabolique moins favorable pour elle. Malin, donc l'exercice coupe un peu les vivres, niveau hormones et métabolisme, et notre système immunitaire dans tout ça, notre défense intérieure. C'est une autre voie d'action majeure. D'abord, l'exercice est anti-inflammatoire, ça c'est prouvé. Il réduit l'inflammation chronique de bas grade dans le corps. Cette inflammation dont on parle beaucoup, Oui, celle qui est soupçonnée de favoriser le cancer. L'exercice baisse les marqueurs comme l'IL-6, le TNF-alpha, la CRP. Surtout les programmes mixtes, aérobie et renforcement. d'accord, moins d'inflammation. Et ensuite, Ensuite, et ça c'est peut-être le plus spectaculaire, chaque séance d'exercice provoque une mobilisation massive de cellules immunitaires. ah oui, Oui. L'effort libère des catécholamines comme l'adrénaline, qui vont chercher les lymphocytes dans leur cachette, la rate, les ganglions, et les envoient dans le sang. il patrouille quoi. Exactement. Et parmi eux, il y a les fameuses cellules naturelles killers, les NK, des tueuses naturelles en première ligne contre les cellules cancéreuses. Les NK, Non seulement leur nombre augmente temporairement, dans le sang, pendant et après l'effort, mais leur capacité à tuer les cellules tumorales, leur cytotoxicité, est aussi boostée. L'exercice stimule aussi d'autres soldats, comme les lymphocytes T cytotoxiques. Chaque séance, c'est un petit coup de fouet pour l'immunité antitumorale. donc chaque séance de sport, c'est un peu comme une mini-cure d'immunothérapie faite maison. L'image est un peu forte, mais l'idée est là, oui. On stimule nos propres défenses. Et ce n'est pas tout. Encore? Oui, il y a les muscles eux-mêmes. On a découvert que quand un muscle travaille, il n'est pas juste un moteur, c'est une usine chimique, un organe endocrine. Le muscle. Oui, il sécrète des centaines de molécules, les myokines ou exerkines. Et certaines, comme la décorine, l'oncostatine M, la Spark, eh bien, in vitro, en labo, elles ont montré des effets directs contre les tumeurs. Incroyable. Elles peuvent freiner la croissance des cellules cancéreuses, les pousser à mourir ou les empêcher de bouger. Donc chaque séance d'exercice, c'est une dose de ce cocktail thérapeutique produit par notre corps. C'est fascinant. Et le tissu adipeux, la graisse, vous en parliez? Oui, l'exercice aide à réduire la masse grasse. Et ça, c'est important parce que le tissu adipeux produit aussi des hormones, les adipokines. L'obésité est souvent liée à un profil d'adipokines qui favorise l'inflammation et le cancer. Plus de leptine, moins d'adiponectine. D'accord. En aidant à perdre du poids ou à le maintenir, l'exercice rééquilibre ce profil. Et puis, contrôler son poids, c'est d'autant plus important que la prise de poids après le diagnostic est un facteur de mauvais pronostic. L'exercice aide par la dépense d'énergie, mais aussi en gardant les muscles, ce qui maintient le métabolisme de base. C'est vraiment une action à 360 degrés, quoi. Hormones, métabolisme, immunité, inflammation, les muscles qui sécrètent des trucs. Impressionnant. Oui, c'est l'effet combiné de tout ça qui est puissant. Alors, face à toutes ces preuves, ces mécanismes, comment on traduit ça en recommandations concrètes et surtout sûres? On parle bien d'intégrer ça comme une partie du traitement. Absolument. C'est l'étape clé, passer à la pratique. Les grandes organisations de santé, internationales comme la SCM, l'ACS, le WCRF et nationales comme la HAS en France. Oui? Elles ont toutes publié des directives cliniques basées sur ces preuves. L'idée, c'est de voir l'exercice non pas comme un loisir, mais comme une intervention médicale, à conseiller, à prescrire et surtout à adapter. Quel type d'exercice alors? Le plus souvent, on recommande une approche combinée, endurance aérobie et renforcement musculaire. Ça semble donner les bénéfices les plus larges, surtout pour la qualité de vie et la fatigue. L'aérobie, c'est quoi? Marche, vélo? C'est ça. Marche rapide, jogging léger, vélo, natation, danse. Tout ce qui fait travailler le cœur et le souffle. C'est top pour l'endurance et contre la fatigue. Et le renforcement? C'est pour les muscles, avec des petits poids, des élastiques ou juste le poids du corps. Essentiel pour garder la masse musculaire, les os solides, la force au quotidien et bien récupérer après la chirurgie. Concrètement, ça donne quoi comme objectif? Combien de fois par semaine? Quelle durée? Alors, les recommandations générales, qui sont assez similaires pour la prévention et pour les survivantes, c'est pour l'aérobie, viser 500 à 300 minutes par semaine d'intensité modérée.
2h30 à 5h. Ou alors 75 à 150 minutes par semaine, donc 1h15 à 2h30 si c'est d'intensité élevée. L'intensité modérée, c'est quand on est essoufflé, mais on peut encore parler, hein. Oui, le fameux talk test. Oui, Et l'intensité élevée, c'est quand parler devient difficile. Et ça, il faudrait le répartir sur 3 à 5 jours par semaine. d'accord. Et le renforcement? Pour le renforcement, l'objectif c'est au moins 2 jours par semaine, non consécutifs, pour laisser les muscles récupérer. Ok. Il faut travailler les grands groupes musculaires, jambes, dos, poitrine, épaules, bras, abdos. Par exemple, 1 à 3 séries de 8 à 15 répétitions. L'intensité doit être telle que les dernières répétitions sont difficiles, mais on les fait bien. Mhm. Et on recommande aussi des étirements, de la souplesse, au moins 2 fois par semaine. Tenir l'étirement doux, 15-30 secondes. C'est important après la chirurgie. Et le grand principe, c'est d'y aller progressivement, c'est ça, hein? Oui, ça c'est crucial. Surtout si on part de zéro ou si on est en plein traitement. Le mot d'ordre, c'est commencer doucement, progresser lentement. Start low, go slow. Hmm. Il faut débuter avec peu et augmenter très très graduellement. L'objectif numéro un au début, c'est juste de ne pas être inactive, de casser la sédentarité. Chaque pas compte. D'ailleurs, juste réduire le temps assis, faire des petites pauses pour bouger toutes les heures, ça fait partie des recommandations. Mais attention, on le redit, c'est pas aller courir un marathon demain. La sécurité avant tout. Surtout pendant les traitements ou s'il y a des complications. Comment on s'assure que c'est sûr? C'est le point clé. Ça demande un encadrement adapté. La prescription, la supervision de l'activité physique en oncologie, ça demande une vraie expertise. C'est pas anodin. Qui fait ça? Les professionnels de l'activité physique adaptée, les enseignants APA, les kinésithérapeutes spécialisés en oncologie, parfois les médecins du sport. Ils sont essentiels dans l'équipe de soins. Et bien sûr, l'avis de l'oncologue est indispensable avant de commencer quoi que ce soit. Il y a des cas où c'est interdit. Il y a des contre-indications absolues, oui. Un problème cardiaque aigu récent, par exemple. Mais le plus souvent, il ne s'agit pas d'interdire, mais d'adapter. Vraiment adapter à la situation de la patiente, aux effets secondaires des traitements. Par exemple, pendant la chimio. Pendant la chimio, il faut faire attention. Si les globules blancs sont très bas, la neutropénie, Oui. le risque d'infection augmente. Donc, on évite les salles de sport bondées, on fait de l'exercice chez soi ou dehors, tranquille. D'accord. Si on est anémie, l'hémoglobine basse, on aura moins de souffle. Il faut baisser l'intensité. Si les plaquettes sont basses, la thrombopénie, attention au choc, aux chutes. Risque de saignement. Mhm. La neuropathie, les fourmillements dans les mains, les pieds, ça peut gêner l'équilibre. Il faut choisir des exercices sûrs. La toxicité cardiaque de certains produits demande une surveillance et une adaptation. Et les jours de perf? Souvent, on conseille d'éviter l'exercice intense ces jours-là. Être plus cool. Et la radiothérapie? Pendant la radiothérapie, il faut protéger la peau irradiée. Pas de chlore de piscine, pas de soleil direct, attention au frottement. Et adapté à la fatigue, qui est fréquente. Et s'il y a des métastases osseuses? Ça fait peur. Oui, là, il faut être très prudent, risque de fracture, donc on évite absolument les impacts forts, les torsions, les charges lourdes sur les os hautains. On préfère les exercices en décharge, comme la natation ou le vélo, ou du renforcement très contrôlé. Mais toujours avec un avis médical spécialisé avant. Et les prises de sang, ça guide aussi? Oui, il y a des seuils indicatifs pour l'hémoglobine, les neutrophiles, les plaquettes. Ça aide les professionnels à ajuster l'exercice au jour le jour si besoin. Tout ça montre bien que c'est une démarche médicale, personnalisée, intégrée aux soins. Bon, on arrive au bout de cette exploration, vraiment riche. Pour conclure, quel serait le message central à retenir si on devait résumer? Le message est incroyablement fort, je trouve, et clair. L'activité physique régulière, adaptée, c'est plus juste une option bien-être pour les femmes avec un cancer du sein. Non, c'est fini ça. C'est une intervention thérapeutique à part entière. Les bénéfices sur la récidive, la survie, les effets secondaires, la qualité de vie, ils sont prouvés, solidement. Et ces bénéfices reposent sur des mécanismes biologiques qu'on comprend de mieux en mieux. Hormones, immunité, métabolisme, inflammation. L'exercice travaille en équipe avec les traitements classiques pour améliorer les résultats. C'est pas juste se sentir mieux dans sa tête, même si c'est important. Non, ça change vraiment la biologie du corps d'une façon qui aide contre le cancer. C'est dose dépendant, on l'a vu, mais même un peu, c'est déjà bien.
Le grand défi maintenant, c'est l'accès. L'accès. Oui, rendre ces programmes d'APA sécurisés, supervisés par des gens compétents, accessibles à toutes les femmes qui en ont besoin. C'est ça l'enjeu. Et pour finir, pour ouvrir un peu la réflexion, une dernière pensée. On a vu que l'exercice module l'environnement biologique de façon complexe. Les recommandations actuelles, elles sont générales, basées sur des moyennes. Mais avec tout ce qu'on apprend sur les mécanismes, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour des prescriptions d'exercice beaucoup plus personnalisées? C'est-à-dire? Des programmes faits pas seulement selon la patiente, ses capacités, ses goûts, mais aussi selon les caractéristiques biologiques de sa tumeur, son profil hormonal, immunitaire, métabolique, un peu comme on fait des thérapies ciblées avec les médicaments. Ah oui, une médecine de précision par l'exercice en quelque sorte. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. C'est une perspective assez fascinante pour l'avenir de l'oncologie intégrative, non? Très fascinante en effet. Beaucoup de recherches en cours là-dessus.